Bonjour à tous et bienvenue à cette session consacrée au centre de soins non programmés. À mi-chemin entre le cabinet de médecine générale et le service hospitalier, mais en lien avec l'ensemble de l'écosystème local, les centres de soins non programmés se développent de plus en plus sur les territoires. Ce sont des centres de soins indépendants, gérés généralement par des médecins et des infirmières, qui accueillent des patients sans rendez-vous pour prendre en charge des soins urgents ou immédiats. J'ai tout bon ? Ça va. Alors, comment s'inscrivent-ils dans l'écosystème local? Comment répondent-ils à cette problématique d'accès aux soins? Nous allons le voir avec nos invités. Donc, Patrice Dunant, bonjour. Vous êtes président de la communauté d'agglomération du Pays de Gex, qui porte le CESIM. C'est un centre de soins immédiats public qui existe depuis janvier 2020. Sur votre territoire, la problématique de l'accès aux soins est complexe. 33 médecins généralistes pour 92 000 habitants. Comment le CESIM vient répondre à ce besoin? Bonjour à tous. D'abord, merci de nous accueillir. Comment il vient répondre? Déjà, on avait fait un diagnostic sur notre territoire qui est particulièrement fragile en matière de santé, puisqu'on est collé contre la frontière suisse et qu'il faut traverser la Suisse pour aller à notre hôpital de référence qui est sur la Haute-Savoie, alors qu'on est dans l'Ain, et donc avec des distances évidemment très importantes. Donc on a fait ce diagnostic de santé en 2018 dans le cadre du contrat de santé du Pays de Gex Agglo. Et on s'est rendu compte qu'en fait, le gros problème, c'est tous les gens qui étaient, par manque d'offres, obligés d'aller aux urgences de l'autre côté de la frontière, dans un autre département, avec des temps de trajet et puis des attentes très longues. Donc on s'est rendu compte qu'en fait, il manquait quelque chose entre le médecin de ville, qui est très déficitaire déjà sur notre territoire, comme partout ailleurs, mais encore pire, et puis ces structures hospitalières. Et donc on pensait, et je pense à juste titre maintenant, qu'il fallait traiter tout ce qui nécessitait pas d'aller aux urgences, mais qui posait vraiment un problème d'offre de soins aux patients du Pays de Gex. Et donc le CESIM est né de ce constat d'un manque sur la petite bobologie. D'ailleurs au départ c'était de la petite bobologie, c'est comme ça que c'était présenté. Et en réalité ça a pris un essor très important, puisqu'on traite d'abord une partie malgré tout de ce manque de généralistes. On est régulé par le 15. On a 8 médecins aujourd'hui qui sont donc sur du lundi au vendredi sur la brèche, mais qui ont aussi un temps de travail qui a permis d'être attractif et d'attirer des médecins qui n'ont pas cannibalisé d'ailleurs les médecins du territoire. On en a déjà peu, et les généralistes n'ont pas été absorbés par nos structures. C'est des médecins qui étaient urgentistes en Suisse parfois, généralistes aussi ailleurs, mais qui voulaient un autre rythme, et surtout qui sont salariés au niveau de notre structure publique, et qui sont dégagés justement de l'investissement sur la structure, sur les locaux, mais aussi sur tout le matériel médical qui est pris en charge. Et je crois que ça, c'est un des points qui a fait qu'on a aujourd'hui 8 médecins dans un désert médical, autrement, on peut le dire comme ça, 5 infirmiers et 3 administratifs, donc une structure en fait qui arrive à faire son trou, si j'ose dire, par cette captation de valeur ajoutée au niveau des professionnels. Et on traite aujourd'hui plus de 10 000 personnes dans notre centre de soins immédiats. On est monté en puissance et on continue à monter en puissance. On a une 3e ligne de médecins qui va être mise en place dès le 1er janvier 2023. Et la spécificité du départ, c'est qu'en plus, tout de suite, quand on l'a lancé, c'était le Covid. Et donc, ça s'est transformé en plus en centre de détection Covid immédiatement, ce qui fait qu'on a été aussi avec une structure qui s'est adaptée à une crise sanitaire majeure, indépendamment évidemment de son objet particulier. Donc aujourd'hui, on a en plus ces spécificités d'un centre de soins qui est classé montagne, puisqu'on est au pied des monts Jura, et qu'on a pu avoir cette classification. Ça nous permet d'avoir en particulier de la radiologie, de la petite radiologie, puisque sinon on ne peut pas l'avoir dans un centre de soins qui n'est pas classé montagne. Et donc on a en fait une qualité de prise en charge par rapport à ces patients qui viennent et qui sont encore une fois régulés par le 15. Donc il ne s'agit pas d'avoir quelque chose où les gens arrivent sans gestion. Donc peu d'attente, un agrément important pour la patientèle, et puis les médecins qui n'ont pas à faire le suivi. Alors ça peut être un handicap, mais en tout cas eux ils fonctionnent évidemment comme ça. Ils n'ont pas le suivi des patients, donc ils sont complètement tournés vers l'accueil des patients au fur et à mesure qu'ils arrivent et les soins immédiats qui doivent leur être prodigués. Et on a aussi une spécificité, c'est la biologie sur place rapide, et qui permet évidemment de rendre un service important à une patientèle qui est particulièrement déstructurée
structuré. On a 25 000, sur nos 100 000 habitants, on a 25 000 patients qui n'ont pas de médecin traitant. Donc la situation est particulièrement tendue et aujourd'hui c'est 20% de la population de médecins généralistes qui est représentée par nos salariés. On va revenir au CESIM dans un tout petit moment. Je voulais céder la parole à Xavier Poble. Vous avez été médecin réanimateur, médecin urgentiste, chef du service SMUR et aujourd'hui vous êtes médecin généraliste en ville et vous créez des centres de soins non programmés. Expliquez-nous ce pas de côté et pourquoi aujourd'hui cette nécessité de créer des centres de soins non programmés. Merci de m'avoir invité. Alors, je vais répondre d'abord sur cette première partie. Pour moi, c'est pas du tout un pas de côté. C'est plutôt la continuité de ma mission initiale en tant que responsable de structure, puisqu'à un moment donné, si vous voulez, on doit répondre à un certain nombre de problématiques quand on gère des services d'urgence et de SMUR, et c'est de répondre à l'affluence des patients. Et on a fait un constat simple, c'est comme l'a dit monsieur, un certain nombre de patients n'avaient rien à faire dans nos services d'urgence et c'est pas forcément de la faute des patients s'ils s'y rendent, c'est qu'il n'y avait plus de lien ou il manquait un maillon entre la ville et l'hôpital. C'était le bout du chemin pour les patients. Et au lieu de toujours on va dire, râler contre les différentes problématiques d'organisation ou contre les patients qui utiliseraient des services à mauvais escient, on a essayé de répondre à ces problèmes. Je dis on, puisqu'on a été plusieurs chefs de service à se poser ces questions-là. Bien évidemment, on a essayé tout de suite d'entraîner une mutation de nos services publics, devant l'impossibilité de réussir cette mutation au sein des hôpitaux, on a décidé de sauter le pas, de prendre le risque, de tout quitter et de créer nos propres structures indépendantes, sans l'aide de personne initialement, et ce depuis plusieurs années, pour montrer que c'était la bonne solution. Et à ce jour, effectivement, il y a plus de 40 centres de soins non programmés en France qui sont affiliés à notre fédération, en France et en Outre-mer, Guyane, Martinique, Réunion et aussi en Corse. Et ça fonctionne extrêmement bien. Et on est déjà dans le coup d'après, où effectivement, maintenant, on associe nos centres de soins non programmés à des maisons de santé pluridisciplinaires pour pouvoir aussi utiliser notre attractivité pour remettre des médecins vers la médecine générale traitante. Parce que ce que parfois on nous reproche, ce que disait mon collègue, c'est de ne pas faire le suivi des pathologies chroniques, qui devient un vrai enjeu. On le voit tous les jours, nos patients qui viennent dans un centre de soins non programmés veulent maintenant qu'on les suive, parce qu'ils n'ont plus de médecin traitant. Et donc nous maintenant, on se bat pour que nos centres de soins non programmés évoluent vers des maisons de santé pluridisciplinaires et on arrive à reconvaincre des médecins généralistes qui ne faisaient que des centres, que du soin non programmé, de redevenir, pour beaucoup d'entre eux, médecins traitants. Vous m'avez expliqué justement qu'en centre de soins non programmés, le coût de la santé publique est 8 fois inférieur, c'est ça ? En fait, c'est extrêmement simple. Si vous avez un centre de soins non programmé, c'est considéré comme un cabinet de médecine générale. Donc vous avez une cotation de médecine générale. Si vous avez pour le même soin un patient qui se présente dans un service d'urgence, pour une otite par exemple, si vous voulez, vous aurez un coût qui ne sera pas le même. Ça ne sera pas 25 € de consultation. Vous aurez le coût de la consultation en service d'urgence, plus le forfait de médecine d'urgence, plus ce qu'on appelle un ATU, qui est lié au nombre de passages qu'a le service d'urgence pour payer le fonctionnement, pour parler clairement. Donc en gros, au lieu d'avoir une otite à 25 €, vous aurez une otite à 80-100 € pour la même pathologie. Et par ailleurs, en tant qu'ancien chef de service, si vous voulez, et que vous avez vu les jeunes médecins qui sont passés juste avant, nous on s'est battu pour avoir une spécialité reconnue de médecin urgentiste. Vous ne pouvez pas demander à des jeunes qui ont déjà un déficit de vocation très important de s'investir dans une spécialité où ils vont faire 80% de médecine générale et pas de médecine d'urgence. Donc nous on a dit, écoutez, on a fait 20 ans de médecine d'urgence, on n'arrive pas à faire changer les choses à l'hôpital et c'est notre propre aveu d'échec d'abord personnel. On va essayer de trouver des solutions pour dire voilà, on va recentrer les urgences sur leur vrai métier, on va s'occuper de tout ce qui n'a rien à y faire et on va pouvoir dire aux jeunes, si vous choisissez la médecine d'urgence, vous ferez de la médecine d'urgence. Et on va mettre en place des structures intermédiaires qui vous permettront, qui vous garantiront ça. Par ailleurs, comme l'a très bien dit mon collègue, toutes nos structures sont conventionnées, secteur 1, sans dépassement d'honoraires, sont conventionnées avec les CHU pour le réadressage des patients qui se présentent à l'hôpital, sont conventionnées avec le SAMU pour recevoir via la régulation les patients. Ce ne sont pas des structures qui se créent de manière complètement anarchique. Et c'est aussi pour ça qu'on a voulu créer notre fédération nationale, pour garantir à tout le monde que
les structures s'implanteront pas de manière complètement anarchique, ça sera organisé en fonction des besoins du territoire national, que ça sera aussi labellisé, certifié avec des gages de qualité, et que enfin il faut que notre fédération devienne l'interlocuteur principal des tutelles pour justement l'organisation des territoires. Avant de parler plus spécifiquement de la fédération, Monsieur Dunant, comment le CESIM se positionne dans l'écosystème? Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, ça se positionne, donc il y a un lien avec l'hôpital, vous l'avez précisé, mais qu'en est-il des autres structures type centre de santé, maison de santé, voire peut-être des CPTS que vous avez autour de vous? Alors, d'abord, le positionnement, il est entre la médecine de ville, très déficitaire, encore une fois, mais aussi l'hôpital. Ça, c'est le positionnement macro-géologique, j'allais dire, géographique plutôt. Mais par contre, on est complètement intégré, et je rejoins ce qui a été dit par le docteur, il est intégré dans un écosystème qui est existant, le SAMU, le Change, qui est notre hôpital de référence, et qui gère la structure physique, l'EHPAD, en fait, où on est positionné au niveau de ses locaux, puisqu'on a la maison le CESIM, la maison de santé, la maison de garde, pardon, des généralistes qui est existante, et puis on a le Change, donc le centre hospitalier Annecy-Mont-Blanc, qui est notre hôpital de référence, qui installe un scanner l'année prochaine aussi, et tout ça dans cet écosystème local qui permet d'avoir cette proximité. Après, vous avez une CPTS qui est en cours de lancement, on va dire, puisqu'elle est assez récente, donc pour l'instant on n'a pas beaucoup de recul, et là-dessus on a des liens avec eux, mais il faut que ça se renforce, parce que pour l'instant c'est expérimental, j'allais dire, dans l'approche, et puis l'ARS bien sûr qui est en lien direct avec nous. Mais par contre, il faut reconnaître malgré tout que ça a été un combat, et qu'il faut du volontarisme, et puis j'allais dire, au-delà de la volonté publique qui était absolument nécessaire, on a la chance aussi d'avoir des professionnels qui ont été moteurs, en particulier le médecin coordinateur de ce CESIM, parce qu'au-delà des murs, évidemment, la première ressource et la plus importante, c'est la qualité de nos praticiens, et là, on a aussi eu cette chance, c'est pour ça je pense que cette mise en place a été facilitée, il faut le reconnaître, parce qu'on a quelqu'un de très moteur, et surtout, c'est pas l'immobilier en tant que tel qui a créé le CESIM, c'est le projet médical qui est venu se loger, et c'est pas pareil dans la démarche, puisqu'on a beaucoup de choses qui se lancent, avec de la bonne volonté, on a justement ces maisons de santé qu'on fait tous et qu'on souhaite tous voir aboutir, mais souvent c'est le projet immobilier. Là, il y a un réel projet de santé, justement par rapport au fait de coller aux soins nécessaires au niveau de cette patientèle. Donc en fait, on est quand même dans un modèle qui reste à confirmer, puisqu'on est dans un écosystème où tous les acteurs, par contre, ont compris l'intérêt qu'on avait justement à être en réseau. Et quand on parle du 15, par exemple, et ça, je rejoins évidemment, docteur, ce que vous avez dit, hein, ce qui est très important, c'est que justement, on a évité à des gens de faire des heures de route, des heures d'attente, et d'engorger en plus l'hôpital qui est déjà exsangue, il faut le reconnaître, avec justement 80% des gens qui s'y rendaient qui n'avaient rien à y faire. Et du coup, en mettant en danger en plus ceux qui vraiment ont besoin de ces urgences. Donc là, je pense qu'on a eu un rôle qui est un rôle partiel, bien sûr, hein, mais un rôle aussi comment dire, d'allègement de la pression qu'il y a sur notre hôpital local au niveau des urgences. On en a parlé juste avant. Là, vous êtes trésorier de la Fédération française des centres de soins non programmés, qui fédère aujourd'hui 40 centres. Pourquoi ce besoin de fédérer, mais au-delà, pourquoi avoir mis en place une charte d'accréditation ? Alors très rapidement, si vous voulez, on s'est rendu compte que les centres de soins non programmés poussaient comme des champignons, que tout le monde se jetait dessus, y compris des grands groupes, on va dire, de santé, et que nous, on voulait garder et garantir une qualité et surtout une certaine éthique dans ces centres de soins non programmés. Parce que le premier objectif, comme vous l'avez compris, c'est, comme vient de le dire mon collègue, c'était de décharger des services hospitaliers. C'est-à-dire qu'on doit prendre en charge tout ce qui ne doit pas être pris en charge à l'hôpital pour recentrer l'hôpital sur ses missions. Et donc c'est aussi pour ça qu'on a créé la fédération, pour dire nous, on a des valeurs, on a une certaine éthique, on vous garantit une qualité. Et d'ailleurs, le centre de monsieur peut tout à fait postuler pour être adhérent à la fédération, puisqu'il, je le connais, il remplit les conditions. Hein. Et donc l'objectif, il a été là. Voilà. Justement, le CESIM se pose comme vraiment pionnier des centres de soins non programmés aujourd'hui. Est-ce que ça reste quand même une structure fragile qui justement dépend des médecins qui sont impliqués et qui pour le coup pourrait aussi se retrouver en difficulté si justement il y a moins de médecins ? Je vous dirais qu'en matière de santé, c'est comme dans beaucoup d'autres domaines, mais encore plus dans celui-ci, tout est fragile.
parce que les choses fonctionnent parfaitement, mais ça tient, comme vous le dites, à quelques professionnels. Donc nous, on n'est jamais avec un discours guerrier de vainqueur sur le sujet. Ce qui compte, c'est que vraiment on arrive à le pérenniser. Et pour le pérenniser, il y a les conditions matérielles, bien sûr, les salaires, etc. Puisque je rappelle que on a du salariat à 100% sur notre structure. Donc c'est la collectivité qui paye médecins, infirmiers et personnel administratif. Mais on sait aussi que si le projet n'est pas attrayant, si on ne donne pas les moyens d'avoir un projet médical qui est au cœur vraiment de l'attrait que ça représente au niveau des professionnels, évidemment qu'on a des gens qui partiront voir ailleurs. Donc oui, ça reste très fragile. Par contre, le fait que ce centre se soit étoffé, c'est aussi un gage de pérennité malgré tout, puisqu'avant on a commencé avec quelques médecins. Donc là, évidemment qu'on était un peu fébrile, parce que si les gens restent pas ou que vous avez un ou deux médecins qui partent, il n'y a plus rien. Et là maintenant, en ayant conforté justement le nombre de médecins salariés, ça nous permet en tout cas un peu de sérénité. Mais on n'est jamais gagnant complètement. Et je veux dire que notre centre de soins, il ne faut pas que ça soit non plus l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une redéfinition des cartes hospitalières pour couvrir des secteurs où il y a 100 000 habitants et il n'y a pas une seule structure hospitalière digne de ce nom. Et puis on a besoin aussi, et je veux dire que tout ça c'est mené de front, d'attractivité pour nos médecins de ville et nos spécialistes qui manquent cruellement. On a des spécialités qui sont absolument même plus représentées alors qu'on est 100 000 habitants. Donc voilà, il ne faut pas, je pense, c'est une chaîne de soins et vraiment on a besoin d'agir sur tous les domaines. Un seul, fût-ce le Césime, qui est particulièrement intéressant, une seule structure évidemment ne compense pas le manque énorme qu'il y a dans le traitement de notre patientèle. Très bien, donc l'accès aux soins, un acte collectif, en tout cas pour y répondre. Merci beaucoup à tous les deux et on se donne rendez-vous pour la prochaine session. Merci à vous.